En quête d'action et de sensations fortes, une femme au foyer blasée s'éprend d'un homme imprévisible. Alimentée par la drogue et la jalousie, sa rage se transforme en sadisme et les corps commencent à s'accumuler. La démence s'installe, les coups pleuvent et l'atmosphère s'alourdit dans cette alliance meurtrière. À une soixantaine de kilomètres de Phoenix se trouve la petite ville de Whitman, en Arizona. Cette escale en plein désert est à l'abandon par endroits, mais aussi en pleine expansion. En 1994, les affaires vont bien pour l'entrepreneur local Mike Murdaugh. Il construit des congélateurs chambres et il est reconnu pour son mauvais caractère. I would like this freezer to be much smaller. Oh, we'll make it much smaller, but you're gonna have to pay for it. No, that was not the agreement. That's our agreement. Mike Murdaugh semblait emmener très large à Whitman. Les gens semblaient être prêts à faire tout ce qu'il leur ordonnait. All right? That's the agreement. Il portait un pistolet à sa ceinture et il ne fallait pas le contrarier. L'arme de Mike ne sert pas uniquement à intimider. Elle est essentielle à son autre emploi, celui de vendeur de drogue. Il était un important fournisseur de meth en cristaux. C'était une drogue très populaire dans son cercle d'amis. Mike aime projeter une image de dur. Et c'est ce qui séduit sa nouvelle petite amie. What's my name? Becky. Becky Roars avait désespérément besoin de vivre des sensations fortes. Cette femme de 33 ans est attirée par le côté rebelle de Mike. Elle a trouvé en Mike une personne prête à prendre des risques et à briser la loi pour parvenir à ses fins. Elle trouve cette puissance très attirante. Elle savait dès le début qu'il était dangereux. Quelques mois plus tôt, Becky vivait avec son mari et ses 2 enfants en banlieue de Phoenix. Après 9 années de mariage, elle s'ennuie. Elle cherche à s'épanouir et à fuir son quotidien banal. Becky avait un secret. Elle se remontait le moral en consommant de la meth en cristaux. Exposée aux drogues depuis son adolescence, Becky est devenue une véritable toxicomane. Elle est consciente que cette situation détruit son mariage. Oh, what are you doing? Kids, go upstairs. Thought I told you about this before. No, go ahead and get out. We had enough. Let's go. Come on. Oh no. Let's go. Son mari en a assez. Il demande le divorce. Son mariage s'écroule, elle perd ses enfants et n'a nulle part où aller. Becky aboutit à Whitman, en quête de sa prochaine dose. C'est difficile de comprendre comment Becky Roars a pu quitter une belle vie tranquille avec son mari et ses 2 beaux enfants pour une ville comme Whitman, un endroit plutôt rural et malfamé. Becky s'est retrouvée dans un endroit isolé, où elle avait l'occasion de faire tout ce qu'elle voulait. Elle emménage à Whitman pour se rapprocher de son nouveau petit ami Mike Murdaugh. Il lui fournit volontiers son poison favori. Ce que ses 2 amants préfèrent par-dessus tout, c'est se réfugier dans l'univers de la meth en cristaux. La meth en cristaux procure une sensation indescriptible. Elle vous fait perdre la tête. C'est l'extase suprême. Snipers. They're so lethal. How many men do you think you killed? I'm not sure. I lost count.
Mike divertit sa nouvelle amoureuse naïve avec ses récits macabres de tireurs d'élite dans l'armée. I just look at him through a scope. You see his heart right there in my crosshairs. Squeeze that trigger, not too hard. And then boom, his whole chest explodes. Pour Becky, ces histoires sont plus excitantes les unes que les autres. Rapidement, leur dépendance domine leur relation. You know, baby, anyone messes with you, they mess with me. Mais leur état euphorique se double d'une paranoïa, d'une jalousie et d'une violence croissante. La mettre en cristaux peut corrompre la plus gentille des personnes. Si d'entrée de jeu, une personne est diabolique, alors cette drogue ne fera que décupler cet état. Un ami croit rendre service à Mike en lui mentionnant avoir vu un homme flirter avec Becky. Au lieu de le remercier, Mike le bat sauvagement. Mike Murdaugh ne l'a pas cru. Et pour le punir d'avoir raconté des mensonges au sujet de sa petite amie, il bat brutalement ce jeune homme. Get in the closet! Get in the closet! Now, get in the closet! Get in the closet! Don't put me in here, man. Mike veut impressionner sa nouvelle copine avec cette leçon de terreur. Et celle-ci s'en donne à cœur joie. Becky ricanait et riait. Elle encourageait Mike. Shut up! I never want to see you here again. Okay. Yeah, okay. All right, I swear. Get out. All right. Okay. Get out. All right, all right. La folie meurtrière de ce couple ne fait que commencer. What the heck is that? What do you mean, what the heck is that? You know what it is. I think you don't know. You know, Mike s'enfonce dans l'enfer de la drogue I'm out of here. et entraîne Becky avec lui. Becky a conscience que la situation dérape, mais elle ne peut plus vivre sans son mauvais garçon. I'm back. I have something for you in the fridge. Fridge. I told you. Don't ever leave me. He told her Il lui a raconté comment il avait tué le chat en lui lançant des couteaux. Le chat a grimpé au rideau pour s'échapper, mais Mike lui a fracassé la tête avec un objet contondant. Par hasard, Mike croise une vieille connaissance, Tim Johnson, qui traverse une mauvaise passe et se cherche un endroit où habiter. Dans un rare élan de générosité, Mike l'invite à venir chez lui à condition qu'il lui donne un coup de main. Halfway done with this? How much longer you got? A couple more hours, something? A couple hours, be finished. Do whatever. I gotta go into town to do some business. She got some questions for you. All right. All right? All right. All right. Yeah. Good. All right. Yeah. So can you help me? Yeah. Just check out this garage door over here. It doesn't work. Goes on. L'amitié entre Tim et Mike est de courte durée. De plus en plus paranoïaque à cause de la drogue, Mike est convaincu que Tim vole ses outils et qu'il n'est pas digne de confiance. Il prépare une boisson spéciale pour son invité sans méfiance. Une bière arrosée de sédatifs. Mike dit à Becky qu'il est temps d'emmener Tim, soudainement endormi, faire une promenade.
Ils se rendent à un canal isolé à une 50aine de kilomètres de Whitman. Mike Murdaugh a de grandes ambitions pour Tim. Et il veut que son amoureuse en savoure chaque instant. Sous l'emprise de la drogue, Mike Murdaugh et son amante Becky Roars ont séquestré leur ami et colocataire Tim Johnson. Ils l'ont conduit sur les rives d'un canal isolé à l'extérieur de la ville. Dans l'esprit dérangé de Mike, Tim est un voleur qui doit être puni une fois pour toutes. On peut difficilement imaginer la terreur qu'il a dû ressentir. Il savait qu'il avait un pied dans la tombe. Après lui avoir fait avaler un sédatif, Mike lui réserve une autre surprise. Une seringue pleine de PCP, un puissant anesthésique. Oh, that's a nice little cocktail. Let's make you feel good. Don't worry about it. This is how you pay me? Look, I let you stay at my house. I give you a job. And what do? You sell my tools. You steal them and you sell them. I didn't take any of your tools. Don't lie to me. La torture et la terreur psychologique que Mike faisait subir n'étaient que des préliminaires. Get on your knees. Get on your knees. All right. Il veut faire participer sa petite amie et partager avec elle l'extase suprême. À l'évidence, Mike Murdaugh prenait un malin plaisir à regarder les autres se livrer à des actes de violence. Becky n'a pas le courage de le faire, alors Mike prend la relève. Hey. Un meurtre violent avec un objet contondant se veut très personnel. Au moyen d'un attendrisseur à viande, il porte le coup fatal. Le corps meurtri de Tim Johnson part à la dérive dans le canal. Le message de Mike est on ne peut plus clair. You'll always be my girl. Mike et Becky semblent prisonniers d'un tourbillon où leur soif d'énergie est alimentée par la violence, la meth en cristaux et la nature chaotique de leur relation. Ils sont dans une dynamique de surexcitation. Becky a sans doute choisi de rester avec Mike, même après avoir été témoin de ce meurtre, en raison de cette force d'attraction si étrange et si puissante qu'elle ressentait. Elle a donc choisi d'emprunter la même voie que lui et de rester à ses côtés. Becky connaît bien la violence. Elle en a été témoin depuis sa naissance. Becky était la plus jeune de 3 sœurs et ses parents se sont séparés avant sa naissance. Tout le monde dans sa famille raconte la triste histoire de Becky, qui, selon les dires de sa mère, aurait été agressée sexuellement depuis sa plus tendre enfance. Afin d'oublier ses tourments, elle se tourne vers la drogue. Puis, un jour, elle croit avoir trouvé enfin le moyen de sortir de son enfer. Elle s'éprend d'un homme. Ils se marient et ont 2 enfants. Tout semble bien aller pour cette belle jeune femme, jusqu'à ce qu'on découvre son lourd secret. C'est une toxicomane qui consomme de la meth en cristaux pour noyer ses démons intérieurs. Une proie idéale pour Mike Murdaugh. « 18 jours après le meurtre de Tim Johnson, la police de Peoria fait une découverte macabre. Un corps à la dérive dans un canal. On nous a appelés vers 10 heures du matin et nos enquêteurs sont allés analyser le corps.
Il y a une chaîne qui traverse le canal et qui attrape tous les débris qui y passent. On sort le corps du canal et on découvre que la victime est un homme. Sa dépouille flottait dans l'eau depuis longtemps. Il n'y avait aucune pièce d'identité sur le corps. Ses yeux et ses cheveux avaient disparu. Il était très gonflé et décoloré. Il était torse nu, portait des jeans et une botte de travail noire, mais pas de pièce d'identité. Les policiers constatent que la victime a été sauvagement battue. Ses incisives supérieures avaient été brisées. On envoie le corps au médecin légiste. Nos enquêteurs ont tenté d'associer le corps à l'une des personnes portées disparues dans la région. Pendant ce temps, la relation de Mike et Becky devient de plus en plus malsaine et leur consommation de drogue prend des proportions alarmantes. Missing something? What's missing? I don't know. Salt and pepper. You know I like salt and pepper. I forgot. You're not eating tonight. Les deux étaient sans emploi. Mike était entrepreneur, mais il n'avait pratiquement plus de contrat depuis qu'il avait rencontré Becky. Tomorrow, you need to get out and get a job. Okay? Becky obéit à Mike. Au retour, elle arrête à une station-service. Hey, where you going with them boots? Ce n'est pas le curriculum vitae de Becky qui impressionne Robert Miller, un plombier. Il lui dit qu'il aurait peut-être quelque chose pour elle. Okay, well, I gotta go, so... Hey, give me a call. Call me, I'll get you a job. Thank you. This guy just approached me, so, oh, nice boots, babe. And next thing I... Becky raconte à Mike et à deux de leurs amis toxicomanes, Susie et Jimmy, comment Robert l'a abordée. Elle sait très bien que cela provoquera une autre crise de jalousie chez son amant sadique. He was disgusting. Sit down. Sit down. Call him. Call him right now. Call him. Tell me you got a girl for him. Hello? Hi, it's Becky. From the gas station? Hey. Yeah, you wanna come party? All right. I got a girlfriend here, you know. Becky knew Mike well. Becky connaissait assez Mike pour savoir qu'il pouvait commettre des actes sordides, pas seulement pour la protéger, mais aussi pour affirmer sa domination sur les autres. Ils l'ont donc invité chez eux en soirée. I'll see you then. Great. We'll be ready for him. I'll teach him a nice lesson. Attiré par une nuit de plaisir avec deux femmes, Robert Miller mord à l'hameçon. Hey, you made it. Of course. Come I on love you in. on red. I like that. Fran, all right. It's my Hey, friend Susie. ready to party? I'm ready. You got it. He thought he was walking Il croyait avoir été invité à une soirée teintée de plaisir et de sexe. and pleasure. Mais avant même que sa nuit de plaisir commence, Messing with my girl? Mike Murdaugh interrompt la petite fête. Huh? And he found Il découvre alors le terrible guet-apens qui l'attendait. hated him. I don't want any of this, man. You're gonna shut up and not move a muscle. Les rêves de ménage à trois du plombier Robert Miller avec Becky Royce et son amie Susie se transforment vite en cauchemars. Fun, You yeah. having a good time? Messing with my girl? Ce qu'il croyait être son jour de chance était en fait un piège tendu par le petit ami sadique de Becky, Mike Murdaugh. Look, man, Put your hands on her, kissing her and I all didn't do that. nothing, man. Mike est prêt à se livrer à ses actes de torture préférés. Empty your pockets right now. Ils ont d'abord pris son argent. Ils l'ont forcé à rester assis sur le sofa pendant plusieurs heures, où ils l'ont torturé mentalement.
Il devait rester assis, terrifié par ces gens qui le menaçaient avec leurs armes. Girls, go ransack the van. Go see what's in there. You can have it, everything, man. Don't look, man. I don't want any of this, man. You can take. Shut up! You're gonna shut up and you're not gonna move a muscle. Hey, girl, how's it looking? We got lots of power tools out here. Did you touch anything? Were you wearing gloves? No. Man, you know what I have to do now? Il devait se demander ce qui allait arriver ensuite. Il savait qu'il allait souffrir. Mike aime le sport, mais il ne recevra aucune médaille olympique pour cette discipline. Walk out the door. You're the one that said he was touching you and everything. Ce qui explique en partie l'apparente générosité de Mike, qui offre aux autres de participer à ces actes de violence, c'est qu'il reste ainsi maître de la situation. En ayant le contrôle, il dirige les autres et en retire du pouvoir. Il ne connaissait pas ces gens, mais il savait que leurs intentions étaient mauvaises, sans plus. Mike en a probablement savouré chaque instant, parce qu'il savait ce qu'il voulait faire. I didn't know she was your girlfriend, man. Come on. No, seriously, man. No, I was just talking to her, man. Get in. No, I cannot get in there. Get in there. Get in. You can stay in there till I figure out what I'm going to do. Robert Miller sait que la situation est désespérée. I'm claustrophobic. C'était un homme imposant, coincé dans un petit espace. Il savait que son destin était entre les mains de sadiques. Tout le reste de la nuit, Mike, Becky et leurs amis fument et s'injectent de la meth en cristaux dans le garage. Robert Miller demeure enfermé dans le coffre. Avant le lever du soleil, Mike et Jimmy abandonnent le camion de Robert sur une route près du cimetière de Whitman. Sur le chemin du retour, ils rencontrent Chad Stevens, un autre ami toxicomane. « 30 minutes plus tard, les trois hommes arrivent au garage et se droguent. Mike veut impressionner le nouveau venu. Hey, Chad. Want to see what's in the trunk? Got something really cool. Jimmy, pop it. Dude, you serious? Yeah. You gotta take a leak, man. Let me out. You thirsty? Oh, you thirsty. Let me out, man. You gotta take a leak, man. Let me out, man. Come on out. Come on out. Mike, avec toute la compassion qu'on lui connaît, l'aide à sortir du coffre et le laisse aller se soulager dans un coin du garage. Il s'accrochait à l'espoir que la situation pouvait encore s'améliorer. Il ne se doutait pas qu'il était déjà un homme mort. Mike Murdoch se servait de tout ce qui lui tombait sous la main. Un attendrisseur à viande, un piquet ou quoi que ce soit, pour faire perdre à sa victime son caractère humain. Puis, il recouvrait sa tête d'un sac pour la terrifier encore davantage. Il semblait vraiment tirer plaisir de ce rituel. You tell anyone, you could kill your children in front of you and skin them, and I'll kill you. Got it? Hey, I need you to get some manure, cover the body, suck up the blood. All right? And why don't you put them on that sexy dance for like something? All right?
Quand on ne connaît pas Mike, ni les effets à long terme de la mettre en cristaux, on trouve bizarre qu'il demande à Becky de revêtir un bikini pour nettoyer le sang de leur victime avec du fumier de cheval. Pour lui, il s'agit d'une représentation visuelle où il réunit le sexe, la violence et la drogue dans une mise en scène personnelle. Les victimes des meurtres perpétrés par Becky et Mike étaient toutes des hommes. Par l'entremise de Mike, Becky se sentait puissante. Ainsi, elle pouvait diriger sa rage vers d'autres figures masculines. Elle était associée au pouvoir au lieu d'y être soumise. Pendant ce temps, la conjointe de Robert Miller s'inquiète. Elle se demande pourquoi il n'est pas rentré à la maison hier soir. Elle appelle le frère de Robert, qui signale sa disparition aux autorités. Il était plombier et il avait raté ses 2 premiers appels de service de la journée. Alors, son frère a appelé le bureau du shérif pour signaler sa disparition. What kind of vehicle is he? He's got a big white work van, you know, kind of standard. Any kind of identifying marks on the van? Les policiers de Maricopa demandent à tous les corps de police de la région d'être à l'affût de leur seule piste, le camion de plombier de Robert. Pendant ce temps, Mike prépare une petite excursion. Le projet de camping de Mike a pris un autre tournant. Finalement, il emporte un cadavre dont il doit se débarrasser. I need you to go clean the garage. Clean the garage, okay? Be back. Mike roule vers le nord pendant plus d'1 heure, jusqu'à un endroit tranquille où il aime se détendre et décompresser. Un site de camping qu'il a baptisé son petit coin de paradis. Mais ce soir, il y recréera une scène digne de l'enfer. À 1 heure au nord-ouest de Phoenix, en Arizona, le tueur Mike Murdaugh s'installe pour camper et pour se débarrasser du corps de sa dernière victime. Il a passé le reste de la nuit dans la forêt, dans le noir. Il lui a tranché la tête, lui a arraché les dents, lui a coupé les mains, et le bout des doigts, ou plutôt la partie charnue au bout des doigts. Lorsque Mike décapite sa victime et lui coupe le bout des doigts, il pose là l'un des rares gestes méthodiques et calculés de sa vie. Il ne s'agissait plus d'un être humain, mais d'un cadavre. Et pour Mike, ce n'était qu'un élément incriminant à éliminer. Les enquêteurs examinent les relevés téléphoniques de Robert Miller et remarquent que 5 appels ont été faits au même numéro le jour de sa disparition. Un enquêteur compose ce numéro. Becky Rose répond. Becky admet avoir rencontré Robert au cours de sa recherche d'emploi, mais elle ignore où il se trouve. On voulait interroger Becky pour savoir si elle était impliquée dans sa disparition. Hello? Mike, police is after us. Did you tell him anything? I told him I didn't know him and I need to go there and... Don't worry, just stay there. I'll be home soon. I love you. Nous avons tenté de la faire venir au poste de police pour l'interroger, mais elle ne s'est pas présentée.
2 jours après le meurtre, des policiers localisent le véhicule abandonné près du cimetière. On y trouve sa valise et ses bottes à l'intérieur, mais pas son portefeuille ni son téléphone cellulaire. À leur grande surprise, les enquêteurs découvrent que Becky Roars reçoit régulièrement des appels provenant de ce téléphone disparu. Il nous fallait retrouver le téléphone pour découvrir qui faisait les appels. Mike a pris toutes les précautions nécessaires pour masquer son crime. Il a passé la nuit à mutiler son cadavre. Et ensuite, Hey, baby. il l'appelle. Yeah, it's taken care of. Les enquêteurs reçoivent un appel anonyme, le révélant que le petit ami de Becky Roars, Mike Murdaugh, a tué Robert Miller. À ce stade de l'enquête, tout ce que nous savions, c'est que Mike Murdaugh l'avait battu et qu'il était mort, mais que son téléphone était toujours utilisé. Hello? Il nous fallait donc trouver le téléphone et Mike Murdaugh pour ensuite tenter de retrouver la victime. Des témoins leur apprennent que Mike avait quitté la ville avec sa remorque à chevaux. On savait qu'il campait dans le comté de Yavapai. On a essayé de le retrouver avec l'aide du bureau du shérif du comté de Yavapai. Pendant ce temps, Becky panique et décide de s'enfuir. Avec son amie Susie, elle pille la maison de Mike et partent se cacher dans un hôtel à proximité. Elle et son amie sont sortis, puis Becky est rentrée avec un autre homme pendant que Mike démembrait le corps dans la forêt. Mike Murdaugh s'est débarrassé d'un problème sanglant, mais en a créé un autre en nettoyant le sabot d'un cheval. Ironie du sort, il en est lui-même la victime. Il s'est accidentellement sectionné une artère importante et peine à stopper l'hémorragie. Qu'a-t-il utilisé pour resserrer son garrot? Son Magnum 357, la même arme avec laquelle il se pavanait à Whitman. Il est incapable d'arrêter l'hémorragie. Il perd beaucoup de sang et doit agir vite. Sinon, il ne ressortira jamais vivant de la forêt. C'est une course contre la montre pour Mike Murdaugh. Alors qu'elle fuit les autorités avec Becky, Susie confie l'épisode du garage à un membre de sa famille. Horrifié, celui-ci transmet aux policiers les noms des personnes impliquées. Chad Stevens est le premier à être appréhendé par la police. Il raconte aux enquêteurs qu'il a vu Mike Murdaugh battre à mort Robert Miller et que son ami dérangé l'avait bien averti de n'en parler à personne. Les enquêteurs fouillent la maison de Mike et Becky. À l'intérieur du garage, ils trouvent les multiples traces de ce crime sordide. La scène était pratiquement intacte. Il y avait une mare de sang derrière un des véhicules. Elle avait été recouverte de fumier de cheval. Les éclaboussures de sang tapissent le garage transformé en salle de torture. On émet un avis de recherche pour retrouver Mike Murdaugh et sa camionnette. Les policiers apprennent que Becky Roars se cache dans un motel de Phoenix. Ils ignorent si le couple sadique est toujours ensemble et si Mike Murdaugh s'apprête à tuer de nouveau. Sheriff's office! On l'emmène au bureau du shérif, où elle avoue tout. Tous ces mois de consommation abusive de drogue ont causé des ravages à l'ancienne femme au foyer. Au cours de ses aveux, souvent vagues et incohérents, Becky décrit la folie meurtrière de son petit ami.
Becky savait que Mike Murdaugh était un tueur sans pitié, mais son attitude rebelle lui était irrésistible. Son amoureux lui avait clairement dit qu'elle pourrait être la prochaine victime. Susie et Jimmy sont également arrêtés. Ils admettent avoir été sur place le soir du meurtre. Mais un seul homme a mis la main à la pâte quand est venu le temps de tuer. Des témoins de la scène nous ont appris qu'il avait placé le corps de Robert dans la remorque à chevaux et prévu partir en camping. Puis, les enquêteurs reçoivent enfin l'appel tant espéré. Un Mike Murdaugh ensanglanté s'est présenté aux urgences d'un hôpital. Est-ce que les policiers pourront l'attraper avant qu'il ne frappe à nouveau? Les policiers de Whitman, en Arizona, sont à la poursuite de Mike Murdaugh, suspecté de meurtre. Mais celui-ci lutte pour sa propre vie après s'être accidentellement sectionné une artère alors qu'il venait de dépecer le corps de sa dernière victime. Ils font une découverte inattendue. Le bureau du shérif du comté de Yavapai a trouvé le véhicule de Mike Murdaugh dans le stationnement de l'hôpital. Nous l'avons immédiatement saisi. Mike Murdaugh, Sheriff's Office, do you mind answering a few questions? What about? Took a look in your garage. Searched it. Is it cleaned up? No, it wasn't. Not at all. Il a alors compris qu'il avait de sérieux ennuis dans le comté de Maricopa. Il a dit qu'il passerait le reste de ses jours en prison. Things kind of got out of hand. How out of hand? Pretty out of hand. Oh yeah. Puis, il est passé aux aveux. Well, this guy was bugging my girlfriend. Il savait qu'on savait tout. Alors, il a repris du début et il a décrit tout ce qui était arrivé. C'est lui qui détient toute l'information. Alors c'est lui qui va décider ce que les autorités sauront. Mike a révélé que c'était lui qui avait eu l'idée d'inviter la victime à sa maison pour le voler et lui donner une bonne leçon. We just put him in the trunk. We were gonna scare him. Lost track of time. Help me. Before you know it, it was really late. Then what happened? He got out of the trunk. La situation était telle qu'il savait alors qu'il allait devoir le tuer. He got out of the trunk, then I hit him. What'd you hit him with? A meat tenderizer. Meat tenderizer. I just kind of lose it sometimes. Before I knew it, he was dead. You're just all of a sudden dead. Yeah, he was dead. I didn't think I hit him that hard. And? I had to get rid of the body. So I took it over to the campground. Il m'a décrit comment il lui avait coupé les mains et la tête, comment il s'était débarrassé de ses dents et du bout de ses doigts. Il a raconté son accident avec le sabot de cheval. Il avait pris un couteau pour nettoyer le sabot et s'était accidentellement coupé la jambe. Il a dit que c'est là qu'il avait tout gâché. Mike leur explique où trouver les restes de Robert. Is there anything else you want to tell us? There was a guy that came to stay with us. Il décrit alors le meurtre de Tim Johnson. Mike a dit que c'était un ex-détenu qui participait à un programme de placement à l'extérieur. Put him in the canal. Il a admis l'avoir tué
et avoir jeté son corps dans un canal. Becky Roars corrobore le récit sanglant de Mike et ajoute que c'était une scène horrible. Whack. Like his head 8 or 9 times really hard. And then then this awful noise starts. Elle a entendu un râlement et l'a imité. C'était le son de quelqu'un qui essaie de respirer, mais qui a beaucoup de liquide et de sang dans la bouche. Des policiers retrouvent le site de camping. Ils découvrent un panneau laissé par Mike pour Becky, indiquant la direction de son repère. C'était dans une forêt. Il y avait une tente et une remorque à chevaux. Mike Murdaugh voulait que la police voie le fruit de son macabre travail. Il nous a dessiné une carte montrant où il avait enterré les différentes parties du corps. Les restes découpés de Robert Miller sont éparpillés partout sur le site. Il savait comment on pouvait identifier un corps. Alors, il lui a arraché les dents et le bout des doigts. Il a dit qu'il les a jetés par la fenêtre de sa camionnette pendant qu'il roulait. Les policiers trouvent les outils de boucherie de Mike, ainsi que des effets personnels appartenant à Robert Miller. On a trouvé son cellulaire, un téléavertisseur et plusieurs objets appartenant à la victime. Il avait un bon emploi, un frère qu'il aimait, 2 enfants et une conjointe. Malheureusement, il a voulu avoir une aventure avec Becky et il y a laissé sa vie. Mike Murdaugh plaidé coupable pour les meurtres de Robert Miller et de Tim Johnson. Il a été condamné à mort, mais il attend toujours de subir sa peine. On retrouve en Murdaugh une confluence cataclysmique de facteurs négatifs. Il y a sa personnalité, sa dépendance à la meth, ainsi que les excès et la paranoïa causée par cette drogue. C'est ce qui a causé sa perte. Becky Roars plaide également coupable pour le rôle qu'elle a joué dans cette affaire et elle est condamnée à 22 ans de prison. Elle continue de blâmer son petit ami pour ses meurtres. Il n'y a aucun doute qu'elle avait de bonnes raisons de le craindre. Pourtant, elle est demeurée avec lui, même si elle a eu l'occasion de le quitter au fil des mois. Elle a eu aussi l'opportunité de sauver ses 2 victimes. Elle aurait pu au moins aller chercher de l'aide. Elle aurait pu utiliser son influence sur Mike pour le calmer et pour le convaincre de libérer leurs prisonniers. Becky a souvent été décrite comme soumise et faible. Or, Mike lui transmettait une forme de puissance, un peu par voyeurisme, alors qu'elle le regardait pendant qu'il infligeait les coups. C'était son homme qui faisait ça. Elle a tiré du plaisir de ses meurtres. Elle aimait cette sensation de puissance. Elle savait qu'elle pouvait manipuler cet homme costaud qui l'aimait, et celui-ci ne s'en rendait même pas compte. Il croyait tout contrôler, mais en fait, Becky avait beaucoup plus d'influence qu'elle le croyait. Becky Roars ne peut arrêter de penser à sa brute sauvage de Whitman. Même en prison, elle continue de parler de son grand amour. Il semble que Becky considérait Mike Murdaugh comme étant son âme sœur. Encore faut-il se demander s'ils avaient une âme. Jimmy Smith a plaidé coupable à des accusations de meurtre au 2e degré, d'enlèvement et de vol à main armée. Il est sorti de prison en 2011. Susie Stevens a maintenu qu'elle ne savait rien du meurtre de Robert Miller jusqu'à ce qu'elle voie son corps dans le garage de Mike Murdaugh. Elle a été accusée d'enlèvement et a purgé une peine de 3 ans de prison. La drogue a annihilé leur capacité de jugement, leur humanité, leur compassion pour quelqu'un qui souffre ou qui est en danger.
Ils étaient prêts à faire des choses horribles pour pouvoir se procurer de la meth en cristaux. Becky s'est sentie impuissante presque toute sa vie. Soudain, elle pouvait manipuler un homme très puissant. C'était toute une alliance meurtrière.